regardez cette élégante silhouette, pour le moins inhabituelle dans la région. C'est celle du château de Hautefort, un château de la Loire en plein sud-ouest. Pour comprendre comment la forteresse médiévale primitive a laissé place à ce petit Chambord, il faut revenir au temps de Louis XIII et de Louis XIV, à la rencontre d'un personnage étonnant. Bonjour Marie. Bonjour Eric. Qui est ce marquis de Hautefort qui, au XVIIe siècle, va totalement changer son château? Alors Jacques-François de Hautefort, petit-fils de François de Hautefort, est un personnage très important à la cour puisqu'il est premier écuyer de la reine-mère, Anne d'Autriche, puis de Marie-Thérèse, et il est principal fournisseur de l'armée royale de Louis XIV. C'est donc quelqu'un de très riche à la cour, c'est quoi? C'est un flambeur, un grand bonhomme? Pas du tout, c'est un personnage qui est réputé comme étant relativement avare, et il va d'ailleurs inspirer la fameuse pièce de Molière, avec le personnage d'Harpagon. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors il va reconstruire en fait le château médiéval grâce à deux architectes, Nicolas Rambourg et Jacques Maigret, qui vont véritablement copier les architectures de l'époque. Ça me fait un peu penser à Chambord quand je vois ça. Exactement, donc on est véritablement dans une copie de Petit Château de la Loire. Voilà, donc on retrouve ce château au milieu de la campagne périgourdine. Qu'est-ce qui caractérise cette période? Alors ce qui caractérise cette période, c'est un travail basé sur la symétrie parfaite. C'est-à-dire qu'on a une architecture avec un château, si on le plie en deux, voilà, on retrouve de part et d'autre exactement la même organisation. Mais Hautefort va avoir une histoire mouvementée. Plus ou moins abandonné après la Révolution française, totalement vidé de son riche mobilier, il est acheté en 1929 par le baron et la baronne de Bastard. C'est un coup de cœur, ils investissent des fortunes pour restaurer la propriété, redonner son lustre à ce château haut et fort. Waouh, quel point de vue! Vous nous avez emmenés où là, Marie? Alors là, on est dans un endroit qui n'est pas accessible au public. On se trouve sur l'aile est et on domine effectivement les jardins à la française. Alors, ces jardins, on a l'habitude de les voir en plaine, justement, au bord à côté des châteaux de la Loire. Ici, on est sur un éperon rocheux, c'est surprenant. Exactement, on est sur l'implantation médiévale. Donc à l'époque classique, il a fallu remblayer énormément autour du château pour accueillir ces jardins type château de la Loire. Parlons de cette nuit du 30 au 31 août 1968, parce que c'est là où l'histoire de ce château devient folle. Qu'est-ce qui se passe? Un incendie se déclare en fait dans les combles, puisque deux mégots sont mal éteints et le feu prend dans la nuit et ravage le château, depuis les combles jusqu'au rez-de-chaussée. Alors l'incendie a ravagé beaucoup de mobilier, on a sauvé ce qu'on a pu. Les domestiques ont notamment pensé à jeter les tapisseries d'Aubusson par la fenêtre. Et il y a certains éléments qui ont pu être conservés, comme ces panneaux peints du XVIIe siècle, où l'on retrouve quand même encore des craquelures, des boursouflures, qui évoquent bien évidemment la chaleur intense pendant l'incendie. Et tout est par terre, tout est en ruine. Comment ça s'est passé derrière? Alors il y a eu une véritable mobilisation nationale grâce à Malraux, grâce à la très célèbre émission Chef-d'œuvre en péril. Et puis la baronne a investi personnellement en vendant un de ses tableaux, un Renoir, puisqu'elle a dit il y a plusieurs Renoirs, mais un seul Hautefort. Il faut croire que le Périgord est une terre particulièrement fertile, tant les châteaux poussent ici comme des champignons. Les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui font vivre cet héritage ont des points communs avec les bâtisseurs d'autrefois, un amour immodéré pour leur pays et une grande passion, une passion patrimoine.